Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'autre que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse là d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne.
Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuilles brillantes repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination.
Combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques.
Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement ? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible ? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs ? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation. Et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Des centaines de vaisseaux spatiaux décollent de la surface de la Terre et se dirigent vers Mars. Avance rapide de 7 mois, et cette flotte spatiale est toute proche de la planète rouge. Bientôt, ils vont tous atterrir, et quelques milliers d'êtres humains deviendront les premiers citoyens de Mars. Peut-être ne retourneront-ils jamais sur leur planète natale, parce qu'il y aura ici absolument toutes les conditions pour une vie confortable. Il faut du temps et de nombreuses expéditions pour créer une colonie autosuffisante sur Mars. Voici comment, étape par étape, les gens pourraient y construire une ville à part entière, avec des usines, des hôpitaux, des logements et même des bars et des restaurants. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment pour lancer la fusée. Une fenêtre de lancement s'ouvre une fois tous les 780 jours, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. Dans ce cas, le voyage prendra environ 6 à 7 mois. Passons à la rampe de lancement. Ici, nous voyons le vaisseau spatial relié à une fusée d'appoint. Allumage des moteurs. La fusée envoie le vaisseau spatial dans les airs. Elle se désarime ensuite et retombe sur la Terre. Au même moment, les moteurs du vaisseau spatial se mettent en route et le propulsent vers l'orbite de stationnement de la Terre. Pour effectuer cette ascension, le vaisseau a utilisé presque tout son carburant et doit maintenant être ravitaillé. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre fusée. Une énorme grue accroche un autre vaisseau spatial à la fusée.
Il y a d'énormes réservoirs de carburant à l'intérieur de ce deuxième vaisseau. La fusée décolle de la Terre et emmène le ravitailleur en orbite. Il s'arrime au premier vaisseau spatial et le remplit de carburant. Le voyage dans l'espace peut nécessiter un total de 5 ravitaillements de ce type. Et pour la première mission visant à construire une colonie sur Mars, nous avons besoin de 5 vaisseaux spatiaux principaux. Cela fait donc environ 25 lancements depuis la Terre. Si l'on considère que la fusée coûte 230 millions de dollars, le ravitailleur 130 millions de dollars et le vaisseau lui-même 200 millions de dollars, le prix de la mission à ce stade est déjà impressionnant. Donc, allumage, avance rapide dans le temps et les 5 premiers vaisseaux descendent vers la surface de Mars. Ces vaisseaux n'ont pas amené les premiers humains. Ils ne transportent que des charges utiles, comme des réserves de nourriture et d'eau, de l'oxygène pour respirer et des fournitures médicales. Il y a aussi les premiers modules de vie, des systèmes de gestion des déchets et un grand nombre de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Avant d'atterrir, l'un des vaisseaux lance un système de satellites en orbite. Il assurera la communication sur la planète rouge. Les robots commencent leur travail sur Mars. D'abord, tout un tas de petits rovers s'alignent et déplient des panneaux solaires. Leur surface totale atteint la taille de 7 terrains de football. Ils sont beaucoup moins efficaces sur Mars que sur Terre. Les fréquentes tempêtes de sable recouvrent la surface des panneaux. Mais en même temps, les vents forts de la planète rouge aident aussi à balayer tout ce sable. D'autres rovers, équipés de puissantes foreuses, commencent à chercher de l'eau dans le sol martien. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, les gens commenceront à produire du carburant. Nous combinerons le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau extraite à une température élevée et sous haute pression. Cela permettra d'obtenir du méthane pour les fusées et de l'oxygène pour respirer. Depuis février 2021, le rover Perseverance de Mars teste la technologie d'extraction de l'oxygène. Il y a un boîtier à l'intérieur baptisé MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Ce dispositif aspire l'air martien à l'intérieur, puis, sous haute pression, extrait un atome d'oxygène du dioxyde de carbone. Un tel appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, peut fournir suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute puisse respirer. Mais si l'on construit le même mécanisme de la taille d'une grande usine, il produira de l'oxygène pour une colonie entière et rejettera le reste dans l'atmosphère de Mars. Un autre groupe de rovers travaille à transformer la surface de Mars en zone d'atterrissage pour préparer la prochaine étape de colonisation de la planète rouge. À ce moment-là, la population robotique de Mars travaille à ces tâches depuis 2 ans et 2 mois, et les humains sur Terre ont attendu qu'une nouvelle fenêtre de vol s'ouvre. Cette fois, ce ne sont pas 5, mais 12 vaisseaux spatiaux qui arrivent sur Mars. 10 d'entre eux sont des vaisseaux cargo qui apportent des matériaux de construction, du carburant et d'autres fournitures, ainsi que beaucoup d'équipements scientifiques et des imprimantes 3D. 2 autres vaisseaux transportent les premiers astronautes interplanétaires. Les portes des vaisseaux s'ouvrent et 30 héros posent le pied sur la surface de Mars pour la première fois de l'histoire. Ces personnes sont des scientifiques, des ingénieurs et des médecins. Ils ont subi un processus de sélection très strict et un long entraînement pour devenir les premières personnes à fouler une autre planète. Et ces personnes n'ont pas de billet de retour. Ils devront rester sur Mars pendant au moins 2 ans. Pour l'instant, les astronautes vivent encore dans leur vaisseau spatial et essaient de s'habituer aux conditions inhabituelles de Mars. La température ici est d'environ -62 degrés Celsius. De plus, la gravité sur Mars est 2,5 fois plus faible que sur notre planète natale. Cela signifie qu'une personne ici peut sauter 2 fois plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais les muscles du corps humain ont du mal à s'habituer à une telle différence. Les astronautes ne peuvent donc pas travailler à plein temps. La première chose qu'ils font est de décharger les cargos et de déployer les systèmes de survie. Certaines personnes expérimentent la transformation du sol martien en matériaux pour les imprimantes 3D. D'autres installent des serres et cultivent le sol pour faire pousser des plantes. Le système de recyclage des déchets humains que les robots ont apporté ici est utilisé pour fabriquer des engrais pour les plantes. Encore 2 ans et 2 mois ont passé. Nous assistons au lancement d'un vaisseau spatial, non pas depuis la Terre, mais depuis Mars. Les 30 astronautes ont terminé leur mission et sont sur le chemin du retour. Il est plus facile pour les vaisseaux spatiaux de décoller de Mars car la force gravitationnelle y est moins conséquente. Au même moment, des vaisseaux sont lancés depuis la Terre. Ils amènent près de 100 nouveaux colons et encore plus de fournitures sur Mars. Lorsque cette flotte spatiale arrive sur la planète rouge, les astronautes peuvent goûter les premiers aliments cultivés ici. Les imprimantes 3D commencent à construire des maisons sur Mars. Elles impriment des enveloppes extérieures à partir du sol martien et de déchets végétaux. Ces coquilles protégeront les habitations des radiations solaires et des vents violents.
À l'intérieur des coquilles, les gens construiront des maisons permanentes, gonflables et équipées de modules apportés directement depuis les vaisseaux spatiaux. Ces maisons ont des plateformes d'habitation, des plateformes de recherche et des centres de communication. La construction se poursuit pendant 2 ans encore, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre de vol s'ouvre à nouveau. Certains astronautes quittent Mars, mais de plus en plus de personnes viennent ici à chaque nouvelle mission. Ils ne vivent plus à bord des vaisseaux spatiaux. Il y a des maisons souterraines confortables et des abris imprimés en 3D. La plupart des aliments sont déjà produits sur Mars. Une nouvelle génération de robots travaille avec les agriculteurs. D'autres robots aident à construire encore plus de maisons pour accueillir la population humaine toujours plus nombreuse. Encore 2 années se sont écoulées. Diverses agences spatiales lancent leur mission vers Mars. Il y a plus de gens, plus de matériel scientifique et même des aquariums avec des poissons. En 2035, Mars et la Terre sont à une distance record. Les gens envoient donc une énorme flotte de vaisseaux avec des astronautes et des matériaux de construction. À ce moment-là, la colonie humaine ressemble à une petite ville, avec de nombreux dômes interconnectés. Ses habitants ont déjà commencé à construire un réseau souterrain de tunnels pour se déplacer entre les maisons, les laboratoires et les usines. Ils ont également construit le premier hôpital. 2 ans plus tard, la population de Mars atteint la barre des 1500 habitants. Presque toutes ces personnes deviendront des résidents permanents de la planète. 4 ans et 2 autres fenêtres de lancement plus tard, le premier restaurant ouvre ses portes. La construction d'une centrale nucléaire commence également. Une fois qu'elle sera terminée, les Martiens n'auront plus besoin d'un approvisionnement constant depuis la Terre. D'en haut, la colonie ressemble à une petite ville. Il y a une section agricole, où l'on cultive de la nourriture, une section d'habitation et une zone industrielle. Et à chaque nouvelle mission, les gens apportent de plus en plus de panneaux solaires. Désormais, leur surface totale équivaut à des dizaines de terrains de football. Tout cela permet aux astronautes de se sentir comme chez eux. De plus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réserves de nourriture de la Terre. 20 ans de colonie humaine sur Mars. La population est maintenant d'environ 30 000 personnes. Les travailleurs commencent à faire venir leurs familles sur Mars. Les premières écoles sont construites. 30 ans plus tard, la population compte déjà plus de 100 000 habitants. L'infrastructure de la colonie lui permet d'être complètement autosuffisante. Les gens produisent suffisamment de nourriture, obtiennent suffisamment de carburant et d'oxygène. À ce moment-là, les premières plantes commencent à pousser dans le sol martien. Il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, les arbres plantés dans les serres y contribuent. L'effet de serre dû à toute l'activité humaine contribue à réchauffer la surface de Mars, ne serait-ce qu'un peu. Les gens doivent encore porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils vont à l'extérieur. Il faudra encore de nombreuses années avant que les gens puissent respirer sur Mars comme ils le font sur Terre. Petit à petit, des rivières et des lacs apparaîtront. Des plantes vertes couvriront la plupart des terres. Et alors, les habitants de Mars pourront sortir sans masque à oxygène et considérer la planète rouge, désormais verte, comme leur maison. Il semblerait que pour que nous nous sentions chez nous sur n'importe quelle planète, nous ayons besoin des 4 éléments fondamentaux, c'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Voici donc ce qu'il faut faire pour obtenir un verre d'eau sur Mars. Comment y faire pousser des salades, charger son téléphone sans recevoir une facture d'électricité astronomique, et même produire de l'air frais. Et si je te disais qu'il y a un océan sur Mars, tu ne me crois pas? Il y en avait bien un autrefois, c'est la vérité. Les scientifiques pensent que près de 1/3 de la planète était recouvert de l'océan Oceanus Borealis. Il y a environ 3,8 à 4,1 milliards d'années, le climat sur Mars était plus chaud et l'atmosphère plus dense. Mais avec le temps, les conditions climatiques ont radicalement changé, et cet océan jadis infini s'est tout simplement évaporé dans l'atmosphère. Selon les estimations toutefois, seul 1% de toute cette eau se serait évaporée, les 99% restants se trouvant encore sur la planète rouge. Ces 2 sources d'eau sont les calottes polaires et les roches. Pour les calottes polaires, c'est assez simple à comprendre. Nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches qui contiendraient de l'eau? Mon presse-agrumes n'y résistera pas malheureusement. Mais intéressons-nous un peu à ces pierres. Tout d'abord, il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a les argiles hydratées composées de silicium-oxygène. Et ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent même contenir du magnésium et du fer, qui seront très utiles lorsque nous déménagerons sur Mars. Viennent ensuite les sulfates hydratés, à base de soufre. Je sais que tu viens de penser à une horrible odeur d'œuf pourri, mais elle est caractéristique du sulfure d'hydrogène.
pas seulement du soufre. Ces minéraux contiennent de l'eau au sein même de leur maillage atomique. Vient ensuite la silice hydratée, qui contient elle aussi de l'eau. Les sels de carbonate trouvés sur Mars ne contiennent peut-être pas de véritable H2O, mais ils ne peuvent se former que s'il y a de l'eau à proximité, ce qui prouve qu'il y a bien eu un océan un jour. Et si les scientifiques ne parviennent pas à extraire l'eau de ces roches, nous avons un plan B. En 2020e, des chercheurs ont découvert des sources d'eau liquide pouvant faire partie d'un immense réseau de lacs salés souterrains. Il semblerait donc que nous ayons un moyen de rester hydratés sur Mars. Soit nous atteindrons ces sources, soit nous inventerons un presse-agrumes suffisamment solide pour extraire l'eau de ces pierres. La planète rouge serait un désert sans vie, où rien ne peut pousser. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Nous avons appris 2 ou 3 choses récemment sur le potentiel agricole de Mars. En 2020e, des scientifiques ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à faire pousser une plante terrestre sur Mars. Mais, attention, ils ne sont pas allés labourer, arroser et nourrir son sol en attendant l'apparition des premières pousses. Ils ont fait des expériences sur Terre, mais dans des conditions artificielles strictement martiennes. Une plante a besoin de terre, d'eau, de nutriments et de soleil. Les nutriments et la lumière peuvent être créés artificiellement. Les scientifiques se sont donc concentrés sur le sol et l'eau lors de leurs expériences. Le sol de Mars n'a pas grand-chose à offrir, mais il est riche en basalte. En général, les plantes n'en raffolent pas, car il ne contient pas beaucoup de nutriments. Mais certaines espèces savent s'en accommoder. Comme nous l'avons vu, l'eau est un problème sur Mars, mais on peut toutefois en trouver en quantité limitée. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour faire pousser des plantes en raison de sa composition chimique. Pour faire bref, elle est beaucoup trop salée. Afin que leur expérience soit fidèle aux conditions réelles, nos scientifiques ont cherché des moyens de dessaler cette eau. Ils y ont donc ajouté une bactérie appelée Synechococcus. Mais même si les niveaux de salinité ont considérablement diminué, ce n'était toujours pas suffisant pour satisfaire les plantes. Heureusement, les scientifiques avaient une autre idée et ça a fonctionné. Ils ont pris l'eau dessalée par la bactérie et l'ont filtrée à l'aide du basalte. Ils ont ensuite pu noter que l'eau obtenue convenait aux plantes. Voilà pour la méthodologie. Voyons maintenant ce que nous pouvons réellement cultiver sur Mars. Les scientifiques ont fait des expériences avec des navets, de la laitue, des radis et de la luzerne. Au début, les navets, la laitue et les radis ont refusé de pousser dans le basalte et de boire cette eau filtrée. Mais la luzerne a joué le jeu et a surpris les scientifiques. La plante se plaisait à merveille dans ces conditions. Expérience terminée? Après tout, la luzerne est plutôt cool. Elle est riche en vitamine K, en vitamine C, possède quelques vitamines B, du zinc et du phosphore, et tu trouveras tout un tas de salades délicieuses agrémentées de SC Joli Pouce. Mais elle possède une autre propriété qui pourrait bien changer la donne. Grâce à ses racines profondes, la luzerne aide à fixer l'azote dans le sol. Une fois récoltées leurs luzernes martiennes, les scientifiques ont immédiatement replanté des navets, de la laitue et des radis. Et cette fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont même eu une petite surprise. La production de navets avait augmenté de 315%. On dirait que la luzerne a un bel avenir devant elle sur Mars. J'ai maintenant une mauvaise nouvelle. Même si tu peux théoriquement t'hydrater sur Mars et déguster une salade fraîche, il n'y a presque aucun moyen de profiter d'un peu d'air frais sur la planète rouge. Tu as remarqué que j'ai dit « presque ». Bien que l'atmosphère de Mars soit composée à 96% de dioxyde de carbone, nous savons déjà comment y produire de petites quantités d'oxygène. Voici le Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, tu peux l'appeler MOXIE. C'est un petit assistant qui travaille avec les rovers martiens. Ce petit gars peut isoler l'oxygène de la planète et il a déjà réussi à en produire 5 grammes. Cela n'a l'air de rien, mais 5 grammes d'oxygène équivalent à 10 minutes de respiration. Pour l'instant, MOXIE est réservé à un usage scientifique, mais il peut faciliter les missions sur Mars. En effet, il est plus facile de produire de l'oxygène directement sur place que d'en transporter depuis la Terre. MOXIE n'est pas encore assez puissant, mais une fois que les scientifiques l'auront perfectionné, nous aurons fait un pas de géant sur la question de l'air.
Ah, pour que le feu brûle, il lui faut de l'oxygène, c'est essentiel. Mais nous préférerions ne pas gaspiller la production de Moxie, surtout si nous disposons d'alternatives viables. Historiquement, les gens ont utilisé le feu pour cuisiner, se chauffer et aussi pour faire fuir des intrus tels que le tigre à dents de sabre. Aujourd'hui, nous utilisons l'électricité pour cuisiner et nous chauffer. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de tigre sur la planète rouge. Alors, voyons comment nous pouvons produire de l'énergie sur Mars. Il y a pas mal d'options. On peut faire usage de l'énergie solaire, géothermique et éolienne sur Mars presque de la même manière que sur Terre. Mais l'énergie solaire ne sera pas aussi efficace. La constante solaire de Mars ne représente que 43% de celle de la Terre. Produire de l'électricité de cette façon demandera donc plus d'efforts. Et n'oublie pas que les tempêtes de poussière ne sont pas rares sur Mars. Lors de ces tempêtes, la poussière soulevée fait en quelque sorte écran. Et si nous dépendions de l'énergie solaire, nous pourrions nous attendre à de fréquentes coupures. Le problème suivant est celui des saisons. Nous ne pourrions bénéficier de cette énergie que pendant certains mois de l'année. Et bien sûr, pas d'énergie solaire la nuit, mais cette option pourrait quand même fonctionner. Pas toute seule cependant. Nous n'aurions aucun problème à produire de l'énergie éolienne pendant les tempêtes, et puis ça marche aussi la nuit. Ces deux sources constitueraient donc une bonne solution. Et l'énergie géothermique serait un bon plan de secours. Elle fonctionnerait même mieux sur Mars que chez nous. D'abord, la pression atmosphérique est plus faible sur Mars, ce qui permet de générer de plus grands volumes de vapeur. Ensuite, la température de la surface de Mars est plus basse, ce qui permet aussi d'augmenter l'efficacité de cette technologie. Enfin, pas besoin d'eau. Nous pouvons utiliser du dioxyde de carbone liquide à la place. Et contrairement à l'eau, le dioxyde de carbone liquide est gratuit. Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara, le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest. Et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque des torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas. Donc, ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs. Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique. La photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre.
Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Sidonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à moins 143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware, à 1 km sous une épaisse couche de glace. Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux. Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un cinquième des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes. Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io. Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire. Et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres.
Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche, donc il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin, car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années. Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars qui sort de nulle part a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les Terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mise à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre. Et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau. Et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle, les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les Terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre.
et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord. Sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. 2 mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre.
l'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». De toutes les créatures de notre planète, celle-ci pourrait bien être la seule capable de survivre aux conditions extrêmes de Mars. Le tardigrade. Ces petits êtres sont également appelés oursons d'eau ou cochons de mousse en raison de leur apparence singulière. On les trouve littéralement partout sur Terre, des dunes côtières aux montagnes, des luxuriantes forêts tropicales amazoniennes aux paysages arides de l'Antarctique. Bien que certains tardigrades vivant sur Terre, ces créatures nécessitent une fine pellicule d'eau autour de leur corps pour assurer les échanges gazeux et maintenir leur hydratation. C'est pourquoi ils préfèrent les sols humides, les mousses ou les feuillages couverts d'eau. En tant qu'animaux aquatiques, ils privilégient généralement des milieux d'eau douce comme les lacs, rivières et étangs. Vous n'avez probablement jamais rencontré ces incroyables animaux auparavant, car ils ne mesurent qu'à peine un demi-millimètre de long. Ils sont à peine visibles à l'œil nu. Mais étant pratiquement immortels, ils ont également développé des techniques de survie exceptionnelles. Si nous les embarquions dans un petit vaisseau spatial pour les envoyer sur Mars, ils seraient d'abord quelque peu contrariés par la température. Certes, ils peuvent survivre dans une fourchette thermique extrêmement large, allant de moins 272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Pourtant, Mars a beau paraître ardente en photo, mais en réalité, elle est bien plus froide que la Terre. En effet, les températures y sont extrêmement basses, car Mars est plus éloigné du Soleil et possède une fine atmosphère, ce qui fait qu'elles peuvent descendre jusqu'à moins 129 et grimper jusqu'à 21 degrés Celsius. À titre de comparaison, sur Terre, la température la plus basse a été enregistrée en Antarctique avec moins 89 degrés Celsius, tandis que la plus élevée a été relevée en Californie, dans le comté d'Inyo, à 56 degrés. Les tardigrades sont aussi très résistants aux pressions élevées. Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle trouvée au fond de l'océan. En effet, pour chaque 10 mètres parcourus sous la surface, la pression double. Ainsi, à une profondeur de 3800 mètres, la pression est 383 fois plus forte qu'à la surface. Dans les zones les plus profondes de l'océan, elle peut même atteindre 1100 fois celle de la surface. La pression sur la planète rouge est environ 6 fois supérieure à celle des abysses océaniques. Cela ne faciliterait guère l'adaptation de ces petites créatures. Elles devraient évoluer au cours des prochaines générations pour devenir encore plus résistantes et pouvoir ainsi survivre aux conditions de la planète Mars. La nourriture serait également un problème majeur pour eux. Certains tardigrades se nourrissent principalement de plantes comme la mousse, les algues ou certaines plantes à fleurs, accompagnées de quelques bactéries. D'autres sont carnassiers et consomment de plus petits tardigrades ou d'autres organismes microscopiques. Or, ils ne trouveraient rien de tel sur Mars. Il faudrait donc équiper leurs petits vaisseaux spatiaux de réserves alimentaires suffisantes qu'ils pourraient aspirer au moyen de leur bouche tubulaire. Un autre défi de taille serait l'eau. La planète rouge est aujourd'hui un désert sec et poussiéreux, bien que les rives et deltas asséchés témoignent d'un passé où l'eau coulait à sa surface. On a longtemps cherché à comprendre où cette eau a bien pu disparaître. Mais il est probable qu'une grande partie de cette eau ancienne se soit retrouvée piégée dans les minéraux de la croûte martienne. Des études antérieures suggéraient que la majeure partie de cette eau s'était échappée dans l'espace lorsque le rayonnement solaire avait désintégré l'atmosphère de Mars. Toutefois, des recherches plus récentes ont montré que seule une petite quantité d'eau s'était échappée, tandis que l'essentiel était encore présent, dissimulé et attendant d'être découvert. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert des traces de minéraux hydratés sur les pentes de Mars, où ils ont observé d'étranges traînées sombres qui semblaient s'écouler en contrebas. Ce phénomène se produit principalement pendant les saisons chaudes et disparaît lorsque les températures chutent. Ces écoulements saisonniers sur Mars, également appelés écoulements sombres équatoriaux ou RSL, pourraient être la preuve de la présence d'eau liquide sur Mars. Les scientifiques ont trouvé certains minéraux qui renforcent cette hypothèse. Ils peuvent abaisser le point de congélation de l'eau, un peu comme le sel sur les routes glacées. C'est pourquoi ils pensent qu'un flux souterrain peu profond d'eau saumâtre pourrait être responsable de ces traînées. Les tardigrades, vraisemblablement dotés d'instincts exceptionnels, pourraient détecter la présence d'eau sur Mars bien avant nous. Et même s'ils n'y parvenaient pas immédiatement, ils disposeraient de stratégies pour survivre pendant un moment. Par exemple, lorsqu'ils perdent 99% de leur contenu en eau, ils peuvent mettre en pause la plupart de leurs fonctions vitales et demeurer dans cet état pendant plusieurs années.
Ces créatures peuvent absorber des impacts extrêmement puissants qui écraseraient d'autres animaux, y compris les humains. Ils résistent également à des niveaux de radiation si élevés qu'ils seraient fatals à quiconque. Si un jour nous envoyons des tardigrades sur Mars, ce ne sera pas leur première aventure spatiale. En 2019, une sonde baptisée Bereshit a été envoyée sur la Lune, emportant des milliers de tardigrades, la première bibliothèque lunaire, des échantillons d'ADN humain et une archive de la taille d'un DVD contenant 30 millions de pages d'informations. L'objectif était de créer une archive de toutes les connaissances accumulées par l'humanité. Mais quelques secondes avant l'alunissage, le centre de contrôle de la mission a perdu le contact avec son vaisseau, qui s'est écrasé sur la surface lunaire. L'équipe s'est interrogée sur le sort de sa cargaison. Après de nombreux débats et analyses, on a supposé que la bibliothèque avait subsisté. Et, plus incroyable encore, que les tardigrades avaient peut-être également survécu. Dans cet état de déshydratation, une sorte de dormance, les tardigrades se recroquevillent en petites boules. Ils réduisent leur métabolisme et expulsent la majeure partie de l'eau de leur corps, attendant un environnement plus favorable pour redevenir actifs. Ces créatures peuvent rester ainsi pendant des décennies et survivre à des conditions extrêmement rudes. Et ce n'était pas la première aventure spatiale des tardigrades. En 2007, une équipe de scientifiques avait envoyé un groupe de ces petits oursons d'eau en orbite autour de la Terre, à l'extérieur de la fusée Photon M3, pendant une dizaine de jours. Ils ont montré une remarquable résilience, étant donné que 68% d'entre eux ont survécu au retour sur Terre. Les scientifiques ne misent pas uniquement sur les tardigrades. Ils testent également d'autres formes de vie susceptibles de survivre sur Mars. Une expérience nommée Biomex a été conduite sur la Station spatiale internationale. De minuscules organismes, tels que des algues, des bactéries et autres créatures similaires, ont été exposés continuellement à des conditions spatiales extrêmes pendant 18 mois. Cela incluait d'énormes variations de température, des radiations intenses et le vide spatial. De manière étonnante, de nombreuses petites formes de vie ont survécu à ces conditions et sont revenues sur Terre comme de véritables héros de l'espace. Elles pourraient donc probablement faire face aux défis de la vie martienne. Les scientifiques ont également étudié les archées, d'anciens micro-organismes présents dans l'eau de mer Salée depuis plus de 3,5 milliards d'années. Certains de leurs cousins arctiques ont survécu à des conditions similaires à celles de l'espace. Mais la vie sur Mars n'a peut-être rien de nouveau en soi. Il y a des milliards d'années, la planète rouge ressemblait probablement à la Terre, avec la présence d'eau, un ingrédient essentiel à la vie. Les scientifiques pensent que de petits organismes appelés méthanogènes auraient pu prospérer là-bas. Ces organismes se cachaient au-dessous la surface pour se protéger des radiations sévères. Ils respiraient de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, expirant du méthane. En consommant l'hydrogène, un puissant gaz à effet de serre à l'époque, ils auraient pu excessivement refroidir la planète. Il est donc possible que ces microbes anciens soient encore prisonniers de la glace, profondément enfouis sous la surface. Ils pourraient être plongés dans un profond sommeil, attendant des conditions plus favorables pour se réveiller, ou peut-être de nouveaux amis venus de la Terre. Accroche-toi à ton scaphandre, car le rover Curiosity de la NASA vient de tomber sur une formation rocheuse parmi les plus insolites qu'on ait jamais observées. Et il aura fallu que ça se produise un 1h avril. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'appareil a saisi des clichés de roches qui ressemblent à des os de dragon. Laisse-nous te ramener en 2012, lorsque Curiosity a fait sa grande entrée sur le sol martien. Il s'agissait alors du nec plus ultra des rovers, le plus performant et le plus imposant de l'époque. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les découvertes. Il a même décelé des traces d'eau et de molécules organiques sur cette planète. Cieuses trouvailles ont constitué un pas de géant dans cette quête, qui consiste à déterminer si Mars a jamais pu accueillir la vie. Mais n'oublions pas que Curiosity n'est plus tout jeune. L'astromobile arpente Mars depuis 11 ans, et son heure de gloire s'est peut-être bien achevée avec le lancement du tout nouveau rover Perseverance. Néanmoins, Curiosity parvient toujours à captiver notre imagination grâce à son talent pour repérer des roches à l'aspect familier. Des objets en forme d'arêtes de poisson à ceux qui nous évoquent des feux de circulation, Curiosity nous a donné de nombreuses raisons de nous émerveiller. Mais aujourd'hui, tout l'Internet explose d'excitation devant les images époustouflantes de la caméra embarquée de Curiosity. Les internautes s'emballent devant ceux que l'on ne peut décrire que comme des os de dragon. Un astrobiologiste a bien reconnu que Mars nous avait déjà régalé d'une variété d'objets incongrus. Mais celui-ci a dépassé toutes nos attentes. Selon la théorie la plus en vogue, ces stries uniques sur la structure se sont formées des suites d'une érosion importante, probablement causée par les vents martiens. Tu te dis peut-être « Bon d'accord,
C'est bien cool tout ça. Mais quel est l'intérêt de ce caillou bizarre? Eh bien, tout d'abord, il nous rappelle tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre mystérieuse voisine rouge. Alors que nous contemplons d'éventuels os de dragon et rêvons d'aventures interplanétaires, le rover Curiosity, lui, reste pragmatique. Sa mission principale consiste à recueillir un maximum de données et à déterminer si Mars a déjà abrité de minuscules formes de vie microbienne. Ce n'est pas la première fois que notre fidèle Curiosity tombe sur quelque chose de vraiment hors du commun. Notre robot explorateur nous a également rapporté l'image d'un minuscule rocher sur la planète rouge, et il ressemble étrangement à un livre fossilisé. Peux-tu imaginer tomber sur une bibliothèque martienne? Aux 3800 jours martiens de sa mission, notre intrépide astromobile a pris un cliché intriguant de cette découverte singulière. À l'aide de l'imageur Mars Handlens, fixé à son bras robotique, Curiosity a pris une photo de ce rocher qui semble tout droit sorti des rêves les plus fous d'un bibliothécaire. Avant que tu ne te laisses emporter par tes fantasmes d'avides lecteurs de l'espace, précisons les dimensions de ce caillou. Bien qu'il ressemble à un livre, il est de taille minuscule en comparaison. À vrai dire, il ne mesure qu'1 ou 2 cm de diamètre. Ne t'attends donc pas à ce que le prochain best-seller martien arrive bientôt dans nos rayons. Il s'agit plutôt d'une édition de poche, parfaite pour une lecture rapide pendant un petit trajet supraluminique. Avant de te réjouir de cette découverte, sache que les responsables de la NASA ont indiqué que les roches de forme particulière étaient assez répandues sur Mars. En outre, des milliards d'années de vents martiens incessants ont tout balayé au loin, à l'exception de ces vestiges de forme unique. Curiosity a l'œil pour repérer les formations inhabituelles. En février 2022, notre rover est tombé sur une fleur minérale dont les motifs ramifiés semblaient avoir été imaginés par un fleuriste de renom. Elle ne mesurait qu'1 petit centimètre de large. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Curiosity est parvenu à retrouver des traces rocheuses d'anciens lacs, présentant de minuscules ondulations et des vaguelettes figées dans le temps. Si tu pensais que Mars n'était qu'une terre écarlate, et désolé, détrompe-toi. Les scientifiques ont même découvert des motifs de plus grande dimension, gravés dans la surface martienne par ces anciennes étendues d'eau. Par exemple, il se trouve une formation rocheuse qui ressemble étrangement à l'adorable visage d'un ours en peluche. Qui aurait cru que Mars avait un côté câlin? Et comme si cela ne suffisait pas, une époustouflante variété de rochers étranges en constelle la surface. Mais Curiosity ne se limite pas à recenser des bizarreries et autres particularités. Te souviens-tu du 2 février, lorsque le rover a dévoilé les premières images claires de rayons solaires sur Mars? Imagine un peu, lorsque le soleil franchit l'horizon martien, au moment du lever et du coucher, ces rayons créent un spectacle envoûtant qui perce les nuages. C'est comme un spectacle de laser à la Pink Floyd mais propre à Mère Nature. Il existe même des images en ligne montrant une prétendue porte sur Mars. Et non, il ne s'agit pas d'un passage secret par lequel les petits hommes verts peuvent faire leurs allées et venues, si c'est ce que tu pensais. Les internautes ont carrément pété les plombs lorsque Curiosity nous a transmis ce cliché, qui semblait révéler une cavité semblable à une porte. C'était l'heure des théories farfelues et de l'enthousiasme général. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter, car les experts nous ont fourni une explication bien terre-à-terre. Selon les spécialistes, qui connaissent bien la géologie de Mars, cette structure particulière est très probablement le résultat de l'érosion naturelle. Une réponse barbante, on le sait tous, mais c'est elle qui est le plus souvent à blâmer. Pour autant, certains scientifiques ont également su aborder cette question avec humour. Ils ont souligné que ladite porte avait une hauteur modeste de moins d'1 mètre. Donc, si nous croyons qu'il s'agit d'une porte pour les extraterrestres, il faudrait s'imaginer un type particulier d'alien assez trapu, un peu comme des hobbits martiens. Mais revenons à la réalité. Les experts s'accordent à dire que cette porte n'est rien d'autre qu'une ouverture peu profonde dans la roche, habilement créée par les forces de la nature. 16 couches visibles se sont probablement déposées il y a environ 4 milliards d'années au cours d'un processus de sédimentation, peut-être dans une rivière ou une dune poussée par les vents. Les vents sur Mars ont travaillé dur à éroder ces couches au fil du temps, pour laisser derrière eux les caractéristiques intrigantes que nous voyons aujourd'hui. Si tu regardes de près, tu remarqueras quelques fractures verticales naturelles disséminées dans l'image. Celles-ci sont le résultat de l'altération des roches martiennes, et la petite structure en forme de grotte que nous avons affectueusement surnommée la porte semble s'être formée à l'intersection de ces fractures et des couches susmentionnées.
C'est un peu comme si un énorme rocher martien avait décidé de tomber dessus, créant ainsi cette entrée de grotte fantastique. Il existe également un célèbre cratère martien, qui est tout sauf un trou ordinaire dans le sol. Il est rempli d'opales scintillantes. Selon une nouvelle étude très intéressante, ces mystérieux halos de roches entourant les fissures du cratère martien pourraient en fait être constitués de pierres précieuses, riches en eau. Tu te rends compte? Mars, la planète bling bling. Curiosity est une fois de plus venu à la rescousse et a effectué de sérieuses analyses. Il semblerait qu'il existe sur Mars un ancien lit de lac asséché qui regorge de minéraux rares de type opale. Cieuse pierre pourrait être la preuve que l'eau et la roche se sont bien amusées au fil du temps sous la surface martienne, et bien plus récemment qu'on a pu l'imaginer. Lorsque les scientifiques commencent à parler d'eau, c'est souvent qu'ils sont à la recherche de signes de vie. Après tout, l'eau est indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais le hic, c'est que l'eau ne coule plus du tout sur Mars. Ces chercheurs chevronnés doivent donc chausser leurs plus belles lunettes et se mettre en quête de traces géologiques, indiquant que de l'eau a déjà existé sur cette planète. Quel est le rapport entre les opales et l'eau à la surface de Mars? Eh bien, pour fabriquer de l'opale, il faut des roches contenant beaucoup de silice et du bon vieux H2O. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs se sont également plongés dans les archives d'images du rover Curiosity et ont découvert que ces halos riches en opale ne se trouvaient-ils pas tous au même endroit. Non. Ils semblent être disséminés un peu partout dans le cratère Gale, qui ressemble à l'immense lit d'un lac asséché. Qu'ont fait ensuite nos astucieux scientifiques? Ils ont effectué des tests, bien entendu. À l'aide des instruments sophistiqués de Curiosity, ils ont pu confirmer que ces halos de couleur claire contenaient bien de l'opale. Toutes ces données et les superbes images du halo de fracture prises au début de la mission ont conduit les chercheurs à une conclusion stupéfiante. De l'eau a dû subsister pendant longtemps dans le cratère Gale, et ce, bien après l'assèchement de l'ancien lac. Cela signifie également que la vie pourrait avoir existé sur Mars, et ce, depuis un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Qui sait, peut-être même jusqu'à la période géologique moderne de Mars, qui n'a commencé qu'il y a 2,9 milliards d'années.